Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'information sur notre certificat en communication et relations publiques et nos programmes en pratique rédactionnelle dans le cadre de nos rendez-vous de la fac. Je m'appelle Laura Belfadla, je suis conseillère aux communications ici à la faculté. Je suis avec Patrice Leroux qui est responsable de nos programmes en communication et nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Vigneault qui est rédacteur agréé et chargé de cours au certificat en pratique rédactionnelle. Est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord le certificat et le microprogramme en pratique rédactionnelle? Oui, le certificat en pratique rédactionnelle vise à former des rédactrices, des rédacteurs polyvalents, compétents, capables de produire des contenus textuels de qualité, des contenus textuels crédibles, engageants, adaptés à divers contextes de communication, évidemment. En intégrant les nouvelles pratiques numériques et l'intelligence artificielle générative, le programme vous permet d'acquérir des compétences fondamentales en rédaction, tout en développant une expertise adaptée aux exigences du marché actuel. Alors oui, on assiste à un véritable changement de paradigme avec les applications en intelligence artificielle générative. Si l'évolution constante de ces applications demeure phénoménale, elle suscite aussi de l'inquiétude chez bon nombre de candidats éventuels qui parfois perçoivent une demande plus limitée sur le marché de l'emploi. Pourtant, la demande pour des personnes capables de rédiger, d'évaluer, d'améliorer des textes demeure toujours très forte dans de nombreux domaines des communications, qu'il s'agisse de la communication stratégique ou des relations publiques, de la publicité, de la rédaction web, du journalisme. En édition, on peut parler de révision, entre autres. Évidemment, le domaine politique a toujours besoin d'avoir des rédactrices et des rédacteurs aux trois paliers de gouvernement. Et bien entendu, les enjeux purement rédactionnels en matière de grammaire, de richesse du vocabulaire, de structuration de texte, de style, de clarté, tout ça demeure toujours des plus pertinents aujourd'hui. Alors, parmi les objectifs un peu plus spécifiques, nous, on veut que vous sachiez maîtriser le processus de production textuelle, de pouvoir exploiter les outils numériques, l'intelligence artificielle, comme je disais à l'instant, de pouvoir adapter sa rédaction aux environnements numériques et médiatiques, de produire des contenus spécialisés dans divers domaines professionnels, de développer une expertise en révision et en amélioration de textes, évidemment, et le tout en respectant les normes, les règles d'éthique et d'intégrité en rédaction professionnelle. Alors, oui, le titre du certificat, donc pratique rédactionnelle, correspond à la nature et aux objectifs du programme. Il rend compte de son orientation plus pratique. Il souligne aussi la pluralité des domaines d'application abordés dans sa proposition pédagogique, si vous voulez. C'est une structure qui comprend 21 crédits de cours obligatoires, autrement dit 7 cours et 9 crédits de cours à option. Donc, un certificat comprend 10 cours en tout, dont 7 sont obligatoires et 3 sont à option. Bien sûr, oui, il existe aussi un micro-programme en pratique rédactionnelle. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais un micro-programme, comme son nom l'indique, c'est un programme qui est un peu plus léger, c'est-à-dire on y offre 5 cours au lieu des 10 cours qu'on retrouve dans le certificat en pratique rédactionnelle. Et je vous dirais que les 5 cours du programme reprennent 5 des 7 cours obligatoires du certificat. Alors évidemment, si l'intégration croissante de l'IA dans des environnements professionnels exige que les rédactrices et les rédacteurs maîtrisent ces technologies pour rester compétitifs, le premier cours obligatoire, le cours de révision de texte, répond, lui, au besoin crucial de produire des textes sans faute et sans erreur de fait. Le cours sur la structuration de texte, lui, vise à analyser puis à faire rédiger des textes à caractère informatif ou persuasif, tout en tenant compte de l'ordre logique des arguments, des enchaînements, des idées et de la constitution du texte même. Vous voyez à l'écran qu'il y a un cours qui s'intitule de la grammaire au style. Là, ce cours, il vise à faire acquérir des connaissances et des outils d'ordre stylistique en faisant apprécier, disons,
des procédés de style et de rédiger avec plus de précision et d'élégance, tout en tenant compte de la nature et de la finalité de la communication. On a un cours qui porte sur le lexique et ce cours-là, ben, il permet entre autres de choisir le mot juste, de rédiger, de s'exprimer avec précision, avec concision, d'éviter les fautes de vocabulaire, en repérant par exemple des erreurs, les contresens que peuvent entraîner parfois des mauvais choix de mots, de synonymes, de paronymes, d'homonymes aussi. Il vise évidemment à faire connaître les principaux dictionnaires, certains lexiques, d'en comprendre les particularités dans le but d'éviter des verbes pauvres ou comme on dit les verbes passe-partout qu'on a des fois un petit peu trop tendance à utiliser. N'oublions pas que ce qui fait la force d'une phrase, c'est vraiment le bon choix du verbe. Enfin, on veut éviter les répétitions, les périphrases, des expressions vagues. Alors, puis dans le contexte de la francophonie, ben, je vous dirais que c'est un cours aussi qui vise à repérer puis à corriger certains anglicismes. On a un cours en édition et publication de contenu numérique. Ben, ce cours-là, lui, il vise à faire connaître puis à produire divers textes divers textes interactifs, que ce soit un texte journalistique, un texte plus personnel, je pense au blog, par exemple, en passant par des textes d'entreprise, des infolettres. Et la question de la présence dans les médias sociaux, elle est importante. C'est un cours qui aborde les enjeux de la trame narrative ou du storytelling par le biais d'études sur les personas. Donc, on parle d'architecture persuasive, de stratégie de contenu, d'optimisation pour les moteurs de recherche, entre autres. Il y a évidemment la création d'un cours spécifique et obligatoire qui porte sur la rédaction à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Alors, on a la chance d'avoir l'enseignant avec nous, Monsieur Éric Vigneault. Et ça, c'est un cours qui demeure quand même essentiel pour vous préparer aux défis contemporains et futurs. Je vous dirais que l'objectif, en gros, ça consiste à fournir des outils, des méthodes pour exploiter tout le potentiel de l'IA générative, en développant un esprit critique, une posture éthique. Alors, c'est un cours qui vise à renforcer votre aisance rédactionnelle et votre capacité d'adaptation. Il est obligatoire parce que, justement, on veut éviter toute fracture numérique entre ceux et celles qui maîtriseront ces compétences et ceux qui pourraient en être exclus. Éric, est-ce que tu veux dire quelques petits mots à sujet de ce cours qui est donc donné pour la première fois cet hiver 2026? Oui, merci Patrice, merci Laurent aussi. Le cours, je suis en train de le donner et on est nombreux, il y a 35 participants, 35 étudiants. En fait, ce qu'on fait dans ce cours-là, c'est on essaie de démystifier un peu ce que c'est l'IA, parce qu'on en entend parler, l'IA générative partout, ChatGPT, et on peut être assez facilement dépassé par tout ça. Donc, on essaie un peu de dompter la bête, si on veut. On travaille essentiellement avec ChatGPT. Donc, j'ai choisi cet outil-là. J'aurais pu en choisir d'autres, mais je me suis concentré sur cet outil-là. Alors, on explore les fonctionnalités de ChatGPT, donc l'interface, comment ça fonctionne, etc. Et on se rend compte qu'en fait, l'interface offre toutes sortes de possibilités parce que on a l'impression qu'il s'agit tout simplement de dire à ChatGPT, écris-moi un texte sur les voitures électriques, par exemple, alors qu'en fait, il y a toute une procédure derrière. Il y a un processus d'itération. Il y a ce qu'on appelle la rédactique, qu'on appelle en anglais le prompt engineering, donc la manière d'interroger cette intelligence artificielle, de réagir par rapport à ses propositions. Et donc il y a une science derrière la production de texte. Alors c'est ça qu'on essaie de faire. C'est un cours qui est éminemment pratique. Donc à chaque séance ou presque, j'amène une théorie nouvelle ou j'amène une explication nouvelle et très très rapidement, donc je fais une démonstration et très très rapidement, en petits groupes, les gens explorent, les gens expérimentent, on revient ensuite en plénière, on partage nos expériences, on se donne des conseils, etc. Donc c'est un cours qui est éminemment pratique le feedback que j'ai jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est très positif. Les gens apprennent chaque fois.
de nouvelles choses. Et là, on va tomber très, très bientôt dans Notebook LM, qui est une autre plateforme qu'on peut utiliser en complémentarité de ChatGPT ou de Claude, qui permet de faire de l'investigation dans des textes, etc. En tout cas, c'est vraiment tout un univers, mais l'idée, là, c'est démystifier tout ça et donner des trucs très, très pratiques pour pouvoir l'utiliser de manière pertinente dans un cadre professionnel. Alors, il y a aussi, bon, le dernier cours du bloc de cours obligatoire, là, qui est dans le fond un genre de tronc commun, qui s'intitule Atelier de rédaction professionnelle, que donne également Eric. Et ça, ce cours-là, ben, ça consiste à vous faire produire des textes qui sont susceptibles de figurer aux côtés d'articles signés par des rédactrices et des rédacteurs chevronnés dans un contexte professionnel. Et je pense que, bon, Eric aussi donne ce cours-là. Et le but, c'est de faire comprendre comment fonctionne un texte, d'appliquer des techniques diverses en rédaction professionnelle et l'apprentissage généralement de notions théoriques s'accompagne d'exemples d'analyses issues de textes diffusés dans des contextes officiels, alors des textes de gouvernement, de médias, grandes entreprises, etc. Je vais parler du bloc à option 70B. Ça, c'est un cours qui vous offre la possibilité de vous spécialiser dans divers aspects de la rédaction professionnelle. Alors évidemment, on a des cours avec le sigle RED, des cours de rédaction, mais il y a aussi des cours qui viennent d'autres domaines spécifiques dans le but de répondre aux besoins de différentes industries. Alors, et c'est également dans ce bloc-là qu'on retrouve le stage crédité. Alors, il y a un cours, par exemple, le cours de rédaction créative en publicité vient du certificat en publicité. Il y a aussi un autre cours qui cette fois-ci est appliqué au support numérique, le RED 2041. On a conservé le texte de création qui est donné par un autre enseignant. La vulgarisation aussi, c'est important. Alors, on parle de vulgarisation scientifique, oui, mais il y a aussi de la vulgarisation issue des sciences sociales aussi. Comment à partir de textes spécialisés, on peut le rendre un peu plus lisible pour le grand public. Alors ça, ce cours-là est donné par Pascal Lapointe, qui travaille chez Sciences Presse. Et à nouveau, vous avez la possibilité de faire un stage crédité en rédaction ou en révision linguistique. Habituellement, on fait un peu des deux. Moi, je préfère qu'on puisse toucher à la fois à la rédaction et à la révision linguistique. Alors évidemment, on recommande fortement la réussite du premier cours obligatoire révision de texte. Et on retrouve par exemple aussi un cours qui nous parvient du certificat de relations publiques, donc rédaction stratégique et d'influence, qui peut être effectivement très intéressant. Donc, quelles sont les conditions d'efficacité d'un texte, des mandats particuliers, évidemment, quelles sont les caractéristiques des publics, des messages clés, du mandat. Alors, différentes techniques de présentation selon divers médias sont également abordées. Et enfin, on a un bloc de formation complémentaire dans lequel vous n'êtes pas tenu de suivre aucun cours, hein, quand on voit maximum 3 crédits, c'est-à-dire qu'on peut faire, oui, un cours, mais on n'est pas tenu de faire un cours parmi ce bloc. Alors, on a des cours comme fondement de la créativité, un cours qui parvient de mon certificat en création et en gestion de contenu, donc la compréhension et l'utilisation des données. Ça, c'est toujours très important, toute question de collecte, d'analyse et d'exploitation et de présentation des données. Un cours d'informatique, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre compréhension de l'IA générative appliquée. Alors ça, c'est vu avec la lorgnette informatique, évidemment. Un cours du certificat de journalisme, l'analyse de l'actualité, et enfin un autre cours du certificat en communication et relations publiques qui s'intitule Affaires publiques. Donc, c'est des questions de communication gouvernementale essentiellement. Merci, Laura. Merci. Alors, est-ce que tu peux peut-être passer en revue les différents profils à qui s'adresse le programme, puis quelles compétences ils vont acquérir? Tout à fait.
ça s'adresse à toute personne qui veut peaufiner ou améliorer sa communication écrite. Donc, ça peut être des professionnels issus du monde du marketing, des relations publiques. Bref, on vous offre une occasion supplémentaire d'enrichir votre formation. Ça s'adresse à toute personne qui est appelée à rédiger des textes professionnels et à nouveau, bon, les objectifs, c'est de pouvoir maîtriser le processus de production textuelle, d'exploiter des outils numériques et d'intelligence artificielle en rédaction, de pouvoir adapter la rédaction aux environnements numériques médiatiques, de produire des contenus spécialisés, quel que soit le domaine professionnel, de pouvoir développer une expertise en révision, en amélioration des textes. Et ce que j'aimerais rajouter peut-être en terminant, c'est que le calibre de la formation qui est reçue au certificat en pratique rédactionnelle est reconnu par la Société québécoise de la rédaction professionnelle, la SQRP, qui œuvre dans le secteur de la rédaction et de la révision linguistique depuis de nombreuses années. Et la Société québécoise de la rédaction professionnelle offre depuis l'automne 2024 un abonnement gratuit d'1 an à tous les nouveaux étudiants. Donc, il existe quand même un lien assez important, assez étroit de collaboration entre le certificat et les membres de la Société québécoise de la rédaction professionnelle, qui, par ailleurs, vous invite toujours à la fin de votre certificat non seulement à devenir membre, mais surtout à subir les examens pour devenir rédactrice ou rédacteur agréé. Et là, je repasserai la parole à Éric, puisque Éric est un rédacteur agréé, il est aussi membre de la Société québécoise de la rédaction professionnelle. J'y suis depuis longtemps, ça va faire presque 20 ans, j'y suis depuis 2007. Il y a trois volets, je crois, qui sont chouettes avec la SQRP. Il y a le côté social d'abord, parce que ce sont des gens très très intéressants et éminemment sympathiques. Donc il y a à quelques reprises durant l'année, il y a des rencontres pour Noël, pour le début de l'été, etc. Et donc, moi, j'ai des amis là à la SQRP que j'ai depuis les tout débuts. Donc, il y a des amitiés très fortes qui se développent. L'autre volet, c'est le côté formation. Alors, j'ai donné moi-même beaucoup de formations à la SQRP. J'en ai reçu encore plus des formations. Donc, il y a vraiment un échange de compétences. Un échange, ça crée en même temps une espèce de communauté de pratique. Donc, on peut échanger avec d'autres personnes pour avoir des conseils, des idées, etc. Donc, qui se fait de manière peut-être plus informelle. Mais ce côté formation est toujours très intéressant parce que la plupart des membres sont des gens qui ont de très très grandes compétences et parfois on a des compétences dans un domaine assez niché. Alors, c'est toujours une bonne idée de faire connaître ces compétences-là. Puis quand on est membre de la SQRP, ben on a accès à ces formations-là tout à fait gratuitement. Le troisième volet, c'est la recherche de mandat. Parce que la SQRP qui est reconnue, qui jouit d'un aura très très favorable au sein de la communauté, ben il y a beaucoup d'organisations qui passent par la SQRP pour faire diffuser des offres d'emploi ou des offres de mandat. Et ça tombe comme ça, mais justement, ce matin, j'ai eu la confirmation d'un client qui a fait paraître une offre d'emploi de mandat la semaine dernière. On était en contact, on a eu 2 rencontres. C'est un mandat qui est assez important. Et puis, on m'a confirmé ce matin que j'avais le mandat. Et ça, jamais je pourrais avoir ça sans la SQRP. Alors, non, c'est vraiment très chouette. Et puis, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un sentiment d'imposteur. En tout cas, quand on discute plus personnellement, après un petit verre de vin, c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Et le fait de faire partie de la SQRP permet de dissiper en partie ce sentiment d'imposteur-là, parce que c'est comme une espèce de saut social, une accréditation qui nous vient
de nos pairs, d'une organisation qui est reconnue et qui dit oui, tu es compétente ou tu es compétent en rédaction et donc tu peux porter le titre de rédactrice ou de rédacteur agréé. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui fait une très, très grande différence. Donc, ça ajoute une dose de confiance. Ça fait 20 ans que je côtoie des gens de la SQRP. Ça ne m'est jamais arrivé de croiser quelqu'un qui me dise ah, finalement, je suis pas sûr que ça vaut vraiment la peine d'être membre de la SQRP. Donc, si vous voulez faire carrière dans le domaine de la rédaction, vraiment, je ne saurais trop vous recommander d'envisager de faire partie de la SQRP. Dans le cadre d'un baccalauréat par cumul avec ce certificat, que recommandes-tu? Non, en effet, c'est une excellente question, merci. Peut-être qu'il y a plusieurs candidats qui visent un baccalauréat par cumul de certificats, ce que nous offrons à la faculté de l'apprentissage continu. Alors, évidemment, moi, je préfère de loin qu'on débute par le certificat, justement, en pratique rédactionnelle, parce qu'il va nous permettre de mieux réussir le deuxième ou le troisième certificat. Alors, une combinaison que je vois assez souvent, comme deuxième certificat, ça pourrait être celui en publicité et communication créative ou celui en création et en gestion de contenu. Et comme troisième et dernier certificat, habituellement, moi, je conseille fortement de faire le certificat de relations publiques. Pourquoi? Parce qu'en relations publiques, il y a quand même un bon nombre d'emplois qui sont offerts. Il suffit d'aller, par exemple, sur un site comme Grenier aux Nouvelles où on voit qu'il y a quand même pas mal d'emplois qui sont offerts dans le milieu des relations publiques. Et donc, si on commence par le certificat en pratique rédactionnelle, ben déjà la maîtrise de la langue écrite va pouvoir faciliter le passage et on risque de faire de meilleurs travaux parce qu'il faut pas oublier que, par exemple, en relations publiques, ben on corrige assez sévèrement s'il y a trop de coquilles ou de fautes de grammaire ou de syntaxe. La langue écrite, la rédaction écrite demeure absolument fondamentale. Donc, comme premier certificat, oui, moi je préconise de faire d'abord et avant tout le certificat en pratique rédactionnelle pour qu'on puisse vraiment bien maîtriser l'environnement de la rédaction, de la structuration de texte. Et ensuite, on peut choisir selon sa préférence, soit publicité, communication créative, ou même création et gestion de contenu. Il y a aussi le certificat en journalisme multiplateforme auquel on doit penser si c'est vraiment le journalisme qui vous intéresse. Alors, si c'est ça qui vous intéresse, je pense que le certificat en pratique rédactionnelle peut être un bon choix de premier programme et de la même façon qu'il peut vous aider à mieux réussir les autres certificats, c'est la même chose pour le certificat en journalisme multiplateforme. Donc, c'est une bonne combinaison. Et bon, il y a d'autres types de certificats, évidemment. Si pour les relations industrielles qui vous intéressent davantage, si vous voulez travailler en communication interne, par exemple, à nouveau, le certificat en pratique rédactionnelle peut être quelque chose d'intéressant. Mais comme je vous dis, comme la plupart des emplois que je vois passer, quoique je vois beaucoup d'emplois aussi en rédaction, mais en général, on exige un baccalauréat. Alors, si vous voulez construire un bon cheminement de baccalauréat, moi, je conseille fortement de débuter par le certificat en pratique rédactionnelle et ensuite, selon votre choix, publicité, communication communication créative, communication et relations publiques aussi à la rigueur, mais je préfère qu'on fasse un certificat en communication et relations publiques comme troisième et dernier certificat. Merci beaucoup, Patrice. Alors, je vous propose qu'on passe à l'autre certificat que nous sommes venus présenter aujourd'hui, le certificat en communication et relations publiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ses objectifs, en quoi ça répond aux exigences du marché, quelles sont les opportunités professionnelles? Après, tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux détailler un peu plus? Oui, bien sûr, merci. Alors, c'est sûr que les organisations comptent sur des spécialistes en relations publiques pour se positionner adéquatement face aux grands débats sociétaux autour des enjeux d'équité, de diversité, d'inclusion, les enjeux de responsabilité sociale des entreprises, toute la question de la réconciliation aussi avec les premiers peuples. D'ailleurs, dans notre programme, nous offrons pour la première fois
un cours qui s'intitule Premier peuple et communication, dont j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu plus tard. Alors, on fait face à des changements d'une ampleur sans précédent. Hein. Bon, accélérés d'une part, évidemment, à nouveau par l'émergence de l'intelligence artificielle générative, mais il y a des fluctuations économiques, il y a des crises climatiques, il y a des nouvelles dynamiques politiques, des conflits à l'échelle mondiale. Alors, face à ces changements, l'adoption d'une démarche éthique rigoureuse devient absolument fondamentale, primordiale pour toutes les organisations qui doivent effectivement communiquer avec leurs parties prenantes et le grand public en général. Il est aussi essentiel que les praticiennes et les praticiens saisissent l'impact des données et des répercussions de la désinformation sur la réputation des organisations. On parle de désinformation, on est dans un monde où il y a de la polarisation, il y a même de la radicalisation, et aussi, je dois dire qu'il y a une certaine confusion encore aujourd'hui quant à la différence entre la communication de type marketing et les relations publiques. Alors, la communication de type marketing vise d'abord et avant tout à vendre et à convaincre, alors que les relations publiques, ça vise plutôt à favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et bon, la bonne entente, si vous voulez, entre une organisation et son environnement. Alors, c'est plus facilement dit que fait. C'est un programme. Le programme en communication et relations publiques, préconise aussi l'acquisition de compétences et de connaissances par une démarche éthique rigoureuse. On veut nous faire développer une pensée critique, l'aisance à travailler avec des données à nouveau, des données, mais aussi avec des personnes. Quand on travaille en relations publiques, on travaille avec beaucoup de d'autres personnes. On peut travailler avec des gens en communication interne qui viennent des ressources humaines. On peut travailler avec des gens de marketing. Il y a beaucoup d'agences qui offrent un peu tous les produits. Ils font du marketing, ils font des relations publiques, ils font de la gestion de contenu, la création de contenu, etc. Et le certificat, il vise surtout de vous donner une perspective un peu plus large des écosystèmes politiques, économiques, technologiques et sociales. Il vise à vous faire développer une capacité d'analyse systémique et aussi, à développer des aptitudes pour établir des relations de confiance. Puis, il en demeure pas moins que les compétences communicationnelles de base doivent toujours être acquises. Alors, question de recherche, d'analyse, de rédaction, à nouveau, de communication, d'évaluation. Et je vous dirais qu'un des buts fondamentaux du programme en communication et relations publiques, c'est de faire en sorte que les sortants du certificat, que les diplômés puissent être fonctionnels pour obtenir un premier poste en communication et relations publiques, mais toujours dans le cadre d'un bac par cumul ou ajouter un grade de premier cycle. Ça aussi, on en a des étudiants parfois qui ont déjà un baccalauréat dans un autre domaine et qui vont venir faire le certificat de relations publiques en espérant pouvoir décrocher un premier emploi en communication et relations publiques dans le cadre d'une réorientation de carrière. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, c'est un programme qui va vous permettre de vous former aux dernières tendances en matière de relations publiques, notamment en matière d'éthique, de communication de la responsabilité sociale des organisations. On veut, au terme du programme, que vous soyez donc en mesure d'intégrer une démarche de travail éthique rigoureuse, d'identifier les principaux enjeux auxquels font face les organisations, à nouveau en matière de responsabilité sociale, de pouvoir soutenir vos actions avec des données probantes, de pouvoir interpréter des écosystèmes politiques, économiques et sociaux dans le but justement de favoriser une véritable écoute pour communiquer de manière plus efficace. Alors la question de l'écoute, elle est effectivement très importante parce que historiquement, les budgets en communication, relations publiques, c'est des budgets pour diffuser des messages, mais il faut savoir aussi écouter nos publics, nos parties prenantes, ça c'est très important. Et si on peut passer au bloc de cours obligatoire, si tu veux, Laura montrer la structure du programme, je pourrais en dire un petit mot. Le bloc de cours obligatoire vise à assurer une certaine uniformité d'apprentissage, un profil de sortie assez homogène, tandis que les cours à option vous offrent l'occasion de choisir selon votre intérêt des champs qui relèvent davantage soit de la communication organisationnelle ou de l'application
plus pratique. Alors évidemment, les compétences clés vont se retrouver dans un cours comme principe et éthique des relations publiques, le cours de communication organisationnelle aussi, qui est finalement un cours de relations avec les publics internes. On a vu suite à la pandémie à quel point c'était important. Comme public, souvent les gens de l'interne, ce sont les premiers ambassadeurs de notre organisation, de notre industrie. Il y a un cours de recherche, d'analyse de données, d'évaluation. Il y a un cours qui porte sur la planification, les stratégies, les tactiques de communication. Le dernier cours obligatoire, là, le REP 3102. Le bloc B porte sur des habiletés un peu plus spécifiques, sur des thématiques d'ordre un peu plus pratique. Alors, il comprend un minimum de 9 crédits, c'est-à-dire 3 cours. Vous devez au moins faire 3 cours dans ce bloc, mais vous pouvez en faire jusqu'à 4 cours, donc 12 crédits, alors que le bloc de cours obligatoire qu'on vient de voir, il contient 6 cours obligatoires, donc 18 crédits. Alors, ce bloc de cours à option, il est composé d'une offre de 7 cours qui visent différentes compétences propres à la gestion stratégique des relations publiques au sein des organisations. On retrouve par exemple un cours qui provient de mon certificat en création et en gestion de contenu, le cours EDP 2900, Intelligence artificielle et création de contenu. On trouve un cours sur la communication orale, évidemment, qui est très importante. Si jamais vous voulez devenir porte-parole de votre organisation, c'est un cours qu'il faut suivre. Le cours de communication avec les médias et les influenceurs, c'est un cours qui est évidemment très populaire. Il y a un cours sur la gestion de crise et la communication. Alors, des crises, il y en a de toutes sortes. Il y a des crises provoquées, il y a des crises fortuites. En général, on veut tenter d'éviter le plus possible des crises, mais c'est plus difficile. Cela, il y a toujours des crises. Donc, que faire en temps de crise en matière de communication? Il faut préparer adéquatement un plan en situation d'urgence. Donc, c'est le type de thématiques que vous pouvez retrouver. Et c'est dans ce bloc-là qu'on retrouve également un stage en relations publiques. C'est pas un cours obligatoire, mais ceux qui ont l'occasion de pouvoir faire un stage, c'est toujours intéressant. Évidemment, le stage, comme en pratique rédactionnelle, on le fait pas au début du programme, on le fait à la toute fin du programme. Et dans l'un et l'autre des cas, on demande que vous ayez au moins terminé un minimum de 7 cours dans le programme en communication et relations publiques pour le stage en relations publiques. On a aussi un cours qui porte sur les affaires publiques, donc un cours qui est davantage porté sur les relations avec les différents paliers de gouvernement. C'est un cours qui traite aussi des questions de lobbying, qui est une activité qui est réglementée. Et il y a un nouveau cours à option qui sera offert pour la première fois, donc au printemps prochain, qui s'intitule Premier peuple et communication. Alors ça, c'est dans le but de répondre un peu aux visions de l'Université de Montréal concernant les aspects de DRA, de décolonisation, réconciliation et autochtonisation. Donc, il permet au programme vraiment de se démarquer par rapport aux autres programmes de relations publiques par cette proposition assez unique qui vise à prendre en compte les savoirs autochtones dans les pratiques, disons, allochtones en vue de projets plus inclusifs, de la conception, processus de communication, etc. On a beaucoup de choses à apprendre des Autochtones, ne serait-ce que encore par la question de l'écoute, le respect du territoire, le respect des aînés, le respect de l'environnement, etc. Alors, il y a vraiment une ouverture qui doit se faire dans notre contexte québécois ou canadien. Et enfin, on a un bloc de formation complémentaire qui comprend ici aussi un maximum de 3 crédits. Vous n'êtes pas tenu de suivre aucun cours dans ce dernier bloc C, 70C de formation complémentaire, mais bon, c'est un bloc qui peut vous permettre qui permet de mettre en valeur des cours qui proviennent de différentes disciplines qui peuvent être réellement pertinents pour le programme. Bon, encore une fois, le travail en contexte autochtone, un cours sur la communication numérique interne, un cours du certificat de journalisme, sur l'analyse de l'actualité en contexte journalistique, un cours sur le développement durable aussi, et un cours sur la sociologie de l'environnement. Alors, c'est un programme qui s'inscrit dans une démarche, disons, assez proactive, qui vise à répondre à des besoins
important et croissant des organisations en matière de communication éthique, de communication de la responsabilité sociale, et c'est un programme qui vise à préparer adéquatement les étudiants à une carrière, disons, prometteuse en communication stratégique et en relations publiques, si vous voulez. Alors, c'est à peu près ça que je peux vous dire. Disons que l'objectif général, ça consiste vraiment à pouvoir situer les relations publiques en tant que fonction de gestion organisationnelle, à pouvoir mettre cette fonction au service du rôle, je dirais, du rôle civique et même politique de différents types d'organisations, toujours sous forme de dialogue, si vous voulez, entre les citoyens et les organisations dans un environnement social qui est partagé. Merci. Pour terminer, quels sont les bons profils pour le programme? Puis est-ce que tu peux nous citer quelques professions en sortant de ce programme-là? Alors, bien sûr, d'abord, on peut évidemment devenir chargé de relations publiques, coordonnateur aux communications. Il y a plein d'emplois qui sont possibles. Chargé de communication, on peut aussi chargé de contenu, on peut être rédacteur de discours aussi, mais en général, c'est surtout des spécialistes en communication intégrée. Je voyais encore dernièrement au Grenier aux Nouvelles un grand cabinet de relations publiques se cherchait quelqu'un en communication intégrée. Donc, il faut vraiment avoir une vision un peu à 360 des différents environnements, mais habituellement, on peut devenir, en sortant avec un baccalauréat qui comprend la composante du certificat en communication et relations publiques, on peut certainement obtenir un premier poste comme conseiller junior en relations publiques. Mais je vous dirais que on peut monter assez rapidement si on a du talent, si on est curieux, si on a de l'ambition, si on est intéressé à toutes sortes à l'actualité nationale ou internationale. Et je veux juste vous rappeler à la plupart des candidats qui nous écoutent, que vous soyez intéressé par le certificat en pratique rédactionnelle ou que vous soyez intéressé par le certificat en communication et relations publiques, quand vous allez sur le microsite de l'un ou de l'autre certificat, il y a quelque part sur la page d'accueil des programmes respectifs, un endroit qui s'intitule Ressources. Et à cet endroit-là, il y a une présentation de type PowerPoint, en fait c'est un PDF, sur les séances d'accueil. Alors si vous allez consulter les documents de la séance d'accueil, il y a eu une séance d'accueil pour cet hiver 2026 ainsi que pour l'automne 2025, mais déjà ça va vous donner une bonne idée à qui s'adresse ce programme, quelles sont les aptitudes, les qualités requises, à quoi il faut faire attention, etc. Parce que il y a aussi la charge de travail qui peut être importante. Hein. Nous sommes une faculté de l'apprentissage continu. Nos cours, c'est essentiellement le soir. On vise surtout des gens qui sont en situation de travail. C'est pour ça que les cours, effectivement, à nouveau, sont essentiellement le soir. Et pour bien réussir un seul cours, de 3 heures, par exemple, par semaine, il faut y accorder au moins entre 6 et 9 heures de travail personnel. Donc, faire des lectures, quand il y a des travaux d'équipe, s'arranger avec ses collègues, préparer nous-mêmes les travaux, faire les travaux, écrire, etc. Donc, c'est pas tout d'aller écouter quelqu'un qui va parler pendant 3 heures. Il faut que vous puissiez étudier et préparer adéquatement. Alors, si vous multipliez ça par 2, 3 ou 4 cours, là, ou même 5 cours, ce que je déconseille fortement dans le cadre de notre faculté, mais disons à 4 cours, vous êtes déjà considéré comme étant ayant un régime à temps plein. Il faut 4 cours, ça veut dire 12 heures de cours par semaine, mais à cela, il faut rajouter facilement une trentaine d'heures, sinon plus, d'études. Alors, si vous travaillez à temps plein et on vous demande, en sus des cours que vous allez écouter, de mettre entre, disons, 6 et 8 ou 9 heures de travail personnel par cours suivi, faites le calcul, vous allez arriver facilement à une semaine de 45 heures. Alors, si vous travaillez en plus 40 heures par semaine, c'est très exigeant.